Marion Parizet, effectivement, l'autre niveau de lecture, c'est de se dire Emmanuel Macron a été très ferme. Malgré tout, là, le dialogue semble, j'allais dire, rétabli directement avec la Russie. C'est quand même une raison de se réjouir. Et ce que dit la Russie, c'est qu'elle dialogue, mais pas avec n'importe qui. Macron est désormais parmi ses personnalités de choix. Alors, elle dialogue pas avec n'importe qui, mais on se souvient des résultats qu'avaient eu les échanges avec Emmanuel Macron en début février, juste avant le déclenchement de l'invasion en Ukraine. Ça n'a pas vraiment nécessairement porté ses fruits à tous les coups. Ce qui est intéressant de se poser comme question à ce niveau-là, c'est ok, pourquoi pas les Russes ouvrent la porte à des négociations, mais des négociations sur quoi et pour obtenir quoi quelle marge de manœuvre y a-t-il effectivement? Les Russes sont connus de manière générale pour arriver à la table des négociations avec des demandes qui sont généralement que les États en face ne sont pas capables de mettre en œuvre. En décembre, de souvenir, ils avaient demandé à ce que tout l'OTAN retire les bases qui étaient présentes dans les pays frontaliers de la Russie. Donc on est vraiment aujourd'hui peut-être aussi sur une façon pour les Russes de gagner du temps dans une situation où en effet ils ne sont pas à l'aise, ils ont des difficultés sur le terrain, ça stagne. Ça peut être une manière pour eux de gagner du temps pour recomposer par ailleurs leurs alliances, de recomposer leurs mécanismes, leur réseau, leur chaîne de valeur vers la Chine, vers la Turquie, vers l'Iran aussi, puisqu'il y a eu beaucoup d'échanges avec l'Iran depuis quelques temps. Parizet, vous êtes d'accord? Je pense qu'il y a en tout cas, il y a vraiment un aspect stratégique sur ces prises de parole. C'est de la diplomatie indirecte du président Vladimir Poutine qui s'exprime à travers Medvedev, qui est quand même son homme le plus proche quasiment, sachant que à ce stade, Vladimir Poutine, il me semble que son mandat arrive à échéance dans 2 ans. Donc on est sur une fin de mandat aussi qui peut être compliquée. Il a intérêt à avoir ses proches à ses côtés. Mais ce qu'il va sortir en fait de cet échange, ça va être très compliqué à mettre en œuvre. De toute façon, il parlait déjà avec le régime de Zelensky lorsqu'il y avait eu les négociations en Biélorussie, à la frontière, déjà en mars, il y avait eu des échanges. Donc il y a toujours eu le maintien de volonté, enfin, d'une partie de volonté à discuter sur des aspects spécifiques. Là, on est arrivé à une phase de tension qui est telle qu'on ne savait pas par où ça pouvait se rouvrir. Ça ne veut pas dire qu'ils sont prêts à tout lâcher pour autant. Ils sont vraiment simplement à se dire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut encore garder? Et je ne suis pas sûre que, là je vous rejoins totalement en général, c'est qu'on va être sur une négociation qui ne va pas aboutir tout de suite. Aujourd'hui, et potentiellement, comme dans beaucoup de négociations, être aussi cyclique, avoir des phases où on a des phases d'amélioration, puis une rechute, une reprise des tensions, des phases d'amélioration, et ça, on ne sait pas combien de temps ça peut durer. Ce qui est étonnant dans la façon dont il présente Zelensky, c'est aussi qu'il pointe sa dépendance, il le décrédibilise et en même temps il le reconnaît comme partenaire. Et au final, là-dedans, on ne sait plus trop quoi croire. Est-ce qu'on est vraiment sur une volonté de parler avec Zelensky ou est-ce qu'on est simplement, on le reconnaît parce qu'on ne peut pas faire autrement et on accepte qu'on va devoir faire avec lui, mais finalement, on ne s'adresse pas à lui, on s'adresse au président français pour discuter. C'est une façon encore plus d'affaiblir la position et la légitimité politique de Zelensky. J'ai pardonné ma question, peut-être qu'elle est un peu naïve, Marion Parizet, mais est-ce que Medvedev est vraiment libre de sa parole? Est-ce qu'il fait ça parce qu'il est lui-même convaincu de ce qu'il dit? Ou est-ce qu'on lui a demandé de tenir un rôle aussi à l'international? Vous savez, le côté un peu good cop, bad cop qu'on pourrait défendre en se disant « Allez, il vient pour apaiser les tensions », alors que de l'autre côté, Vladimir Poutine reste très fort et très ferme. C'est possible qu'il ait deux. Je pense, on ne peut pas dire qu'il ne soit pas convaincu. C'est quelqu'un qui est, je pense, profondément intégré dans le système politique russe et qui est de facto convaincu par ce qu'il défend. Mais alors, il est où le Medvedev démocrate et libéral qui a eu à un moment quand même? Oui, c'était il y a longtemps. Non, il est passé où? Complètement disparu. Il a changé son fusil Il a d'épaule. changé depuis un certain temps qu'on revenu sur cette image-là. Enfin, je pense même avec la guerre de Géorgie en Géorgie en 2008, l'année même de son élection, ça n'a pas tenu longtemps quand même. Il était libéral parce qu'il était aussi issu du milieu du secteur privé. Il a été dirigeant de Gazprom, etc. Il avait donc des intérêts qui étaient différents. Alors qu'aujourd'hui, il est vraiment peut-être dans le système politique plus qu'il n'est dans le système privé. Et son environnement a changé. Il a pu changer de position aussi. Ça arrive avec beaucoup d'hommes politiques. On a cru aussi que Vladimir Poutine pouvait peut-être avoir une ouverture vers l'Occident pendant tout un temps. Le début des années 2000, c'était pas
totalement fermé encore, et il y a eu une aggravation et une détérioration des relations au fur et à mesure qui a pu aussi impacter Medvedev sur le plan. Donc oui, il y a cette dimension-là, il en est profondément convaincu, mais je pense en effet que c'est pas totalement anodin et ça ne s'est pas fait uniquement par sa propre volonté, qu'il y a forcément eu une discussion. Ça sert le propos général de la Russie. Voilà, ça sert globalement les intérêts de Vladimir. Marion Pariset. La maîtrise de cette centrale, elle a une double valeur. Il y a la valeur stratégique, vraiment en termes d'infrastructure, qui leur permet potentiellement fragiliser l'Ukraine à l'approche de l'hiver et donc d'une période difficile pour que les Ukrainiens puissent se chauffer, tout simplement. Et d'autre part, de pouvoir assurer l'autonomie des territoires occupés par l'armée russe. Et de l'autre côté, c'est un instrument de communication, c'est un otage de Vladimir Poutine face à l'Occident. Et ça, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, c'est un otage, mais c'est un otage qui est compliqué à gérer parce que justement, il attire énormément d'attention internationale et énormément de pression. On a vu Emmanuel Macron qui a repris des positions très fermes vis-à-vis de la Russie sur cette question de cette centrale en disant le nucléaire civil ne peut pas être un instrument de guerre pour la Russie. Donc, en acceptant cette visite de l'IAU, elle permet aussi de relâcher cette pression sans pour autant perdre de terrain sur le plan purement militaire et sur le plan de la maîtrise de cet enjeu stratégique. Donc, finalement, pour le moment, elle n'est absolument pas perdante, tout en relâchant la pression. On pourrait remettre ça presque en perspective par rapport justement à l'entretien de Medvedev. On est peut-être sur une phase où la Russie essaye de manière globale d'alléger la pression internationale sans pour autant lâcher de terrain, parce qu'ils sont très bons négociateurs, faut pas se leurrer. Et il faudrait surtout pas que les Occidentaux tombe dans le panneau, parce que ça tombe à un moment qui est quand même crucial pour la plupart des Occidentaux, c'est la rentrée politique, la rentrée qui va s'annoncer compliquée à cause de l'inflation, et donc des préoccupations nationales qui risquent de prendre le pas sur cet enjeu international et cette préoccupation. Donc là, on va avoir peut-être une friction entre les deux objectifs au sein des nations occidentales qui vont avoir du mal à choisir sur quel plan exactement mettre la pression et de côté se tourner. Et c'est peut-être, je pense, un peu une vision stratégique de la Russie de baisser la pression à ce moment-là.